Bonjour, bienvenue sur l'astronome.com. Pour répondre aux attentes de certains d'entre vous qui m'ont demandé de montrer un petit peu plus de victoires côté noir, je vous propose aujourd'hui d'étudier une partie qui a été jouée à la première ronde du tournoi de Londres, qui a commencé il y a quelques jours à peine, et qui a opposé avec les Blancs le meilleur joueur américain actuellement, Hikaru Nakamura, 2783 points Elo, récent vainqueur notamment de Vladimir Kramnik lors des Olympiades qui ont eu lieu à Istanbul au mois d'août, et Boris Gelfand avec les Noirs, 2738 points Elo, qui était le dernier challenger du championnat du monde, lors du dernier championnat du monde. Alors, après E4, Boris Gelfand a choisi de jouer la défense sicilienne avec C5. Un coup relativement ambitieux puisqu'il ne participe pas au développement des pièces noires. Il permet certes de sortir la dame, mais vous le savez, on ne sort pas la dame trop tôt car sa valeur est très grande et généralement c'est une source de perte de temps dans un avenir proche. Donc en fait, ce coup, son but est de contrôler un petit peu mieux le centre grâce à un pion de l'aile qui va permettre d'ambitionner d'avoir un centre plus fort plus tard. Si le pion D des blancs s'échange contre le pion C des noirs, les blancs resteront avec un seul pion au centre, le pion E4, contre deux pour les noirs, le pion E7 et le pion D7. Mais bon, les blancs ont également des avantages de leur côté, ce qui fait que, comme on va le voir dans cette partie, ils vont tolérer cet échange. Cavalier F3, cavalier C6 et D4. Donc voici l'échange en question, pion prend, cavalier prend. Et en fait, dans cette position, les blancs ont beau avoir un pion de moins pour contrôler le centre, ils bénéficient d'un petit avantage de développement, comme on vient de le voir, hein, notamment leurs deux coups peuvent sortir immédiatement sans jouer plus de coups de pion. Ils ont également un avantage d'espace, puisqu'on voit qu'ils sont déjà bien positionnés sur la quatrième rangée. Et la colonne semi-ouverte D leur permet d'avoir un jeu au centre assez ambitieux également. Les noirs de l'autre côté ont une colonne semi-ouverte en C, qui va leur permettre généralement d'avoir un bon jeu à l'aile dame. Cavalier F6, attaquant de pion E4, cavalier C3, et maintenant un coup relativement compromettant de la part des noirs, mais tout à fait classique, E5, qui chasse le cavalier de sa belle position centrale, mais qui affaiblit notamment le pion D des noirs, qui maintenant ne dispose plus d'alliés en C7 ou D7 ou E7 pardon, pour le protéger s'il s'avance. Et donc c'est un pion qu'on va pouvoir caractériser selon un terme technique des échecs, c'est un pion arriéré. C'est-à-dire que c'est un pion qui va devenir beaucoup plus faible, vous le verrez plus tard. Cavalier DB5. Alors cavalier DB5, c'est un coup qui ambitionne de placer le cavalier en D6 pour faire échec. C'est un coup qui a l'air très dangereux et qui force généralement les noirs à capturer avec le fou. Fou prend D6, dame prend D6. Après quoi, les blancs disposent de la paire de fous dans une position qui est assez ouverte puisqu'il y a déjà eu un échange de pions et du coup, ça leur permet d'avoir un avantage. Voilà pourquoi ici, Gelfand a joué le coup classique D6, permettant à la dame de prendre également le contrôle de la case D6 et d'empêcher donc cavalier D6. Ici, pour vous dire, un grand maître israélien relativement connu, Yaakov Murray, qui est connu notamment pour avoir beaucoup d'imagination dans l'ouverture, a déjà tenté un coup un peu marginal, fou D4, qui cloue le cavalier C3, et qui tolère donc l'échec en D6. Et après cavalier D6, échec, il a joué roi E7, cavalier F5 échec, et roi F8. Voilà l'idée en fait des noirs. Ils ont une belle avance de développement maintenant, mais un roi qui est un petit peu gênant en F8, placé un peu étrangement, notamment maintenant la tour H8 va avoir du mal à rentrer en jeu. Cependant, d'un autre côté, ils sont déjà prêts à jouer au centre, peut-être avec D6 ou un jour D5, notamment, pour profiter de la place un peu étrange de ce cavalier en F5, pour ouvrir le jeu pour leur pièce mineure déjà bien plus active que celle des blancs. Voilà, donc je reviens à la partie, après cavalier DB5, les noirs ont joué D6, et nous voici dans la défense Sviatchnikov. Alors dans cette variante, on va le voir, les noirs ont un jeu très actif pour les pièces, mais des faiblesses de pions qu'il va falloir compenser par cette activité. C'est donc une ouverture dynamique, moderne et très jouée à haut niveau, surtout il y a une dizaine d'années, avec des joueurs comme Vladimir Kramnik qui en ont beaucoup usé. Et ici, Nakamura dévie de la théorie principale, hein, puisque le coup principal ici est fou G5, clouant le cavalier pour garder un très bon contrôle de la case D5, la case située juste avant le pion faible, et en faire un avant-poste pour plus tard un cavalier. Donc, ici les noirs peuvent jouer A6, chassant ce cavalier en B5 qui n'a plus beaucoup de cases. Il se retrouve obligé de se replier à la bande en A3. B5, gagnant de l'espace et menaçant par la même occasion une fourchette immédiate entre les deux cavaliers. Et maintenant, il y a deux variantes pour les blancs. On peut capturer en F6,
c'est un coup très intéressant, ou placer tout de suite le cavalier en D5 et permettre aux noirs de jouer d'abord fou E7 avant qu'il y ait une capture en F6. Alors, je vais vous montrer brièvement les idées de ces deux variantes. Si on capture en F6 immédiatement, fou prend F6, les noirs se retrouvent un petit peu obligés de reprendre du pion et non de la dame. Pourquoi ça? Eh bien, tout simplement parce que si on capture de la dame, il y a cavalier D5, attaquant la dame et menaçant également une petite fourchette entre la tour et le roi à l'aide du cavalier, ce qui force le repli de la dame en D8, et maintenant il y a le sacrifice fou prend B5, pion prend B5, cavalier prend B5, qui est très dangereux pour les noirs. En fait, plus que la fourchette en C7 entre la tour et le roi, ce coup menace simplement un échec et mat que nous allons voir dans très peu de temps. Alors, déjà les noirs ici, pour pouvoir se faire un petit peu d'air, vont jouer l'échec intermédiaire en A5, qui va donner une case de plus au roi noir. Et maintenant, il y a C3. Un coup original, puisque ça laisse le cavalier B5 en prise, mais en fait on ne peut le prendre, puisque si on le capture immédiatement avec dame prend B5, eh bien il y a cavalier C7 qui fait une fourchette royale entre le roi et la dame. Donc ici, les noirs vont devoir maintenant résoudre leur problème de la fourchette en C7, et il se trouve que le bon coup est d'accepter la perte de la qualité, donc la différence de valeur entre un cavalier et une tour, qui équivaut à peu près à 2 pions, avec tour A7. Pourquoi? Eh bien, encore une fois, on va le voir ensemble. Si les noirs jouent un coup tranquille comme tour B8 par exemple, qui menace le cavalier, eh bien les blancs vont jouer un excellent coup, B4, attaquant la dame, et on va voir que la dame a maintenant beaucoup de soucis à se faire. Elle ne peut capturer en B5 comme on l'a déjà vu, et si elle repart par exemple en D8, eh bien on va pouvoir mettre notre menace de mat à exécution avec cavalier BC7 échec, laissant le roi dans une situation très délicate, puisqu'il n'a plus que la case D7 à disposition. Et donc après roi D7, on va pouvoir forcer le mat avec dame G4 échec. Et après F5, il y a dame F5, échec et mat. Voilà pourquoi, généralement, ici, dans cette position, les noirs prennent tout de suite le contrôle de la case C7 aux dépens de leur tour, avec tour A7. Et après cavalier prend A7 et dame prend A7, la position est très déséquilibrée. Les noirs ont 2 fous contre une tour et 2 pions, et ces pions se révèlent très dangereux pour la finale, puisqu'ils sont déjà prêts à avancer en A4 et B4, et promettent donc un jeu blanc très supérieur. Je reviens maintenant à la position après l'échange en F6, et ici donc on prend avec le pion G prend F6. Dans cette position, les blancs ont l'air d'avoir un énorme avantage justement positionnel grâce au contrôle de cette case en D5, qui va permettre d'établir tout de suite un excellent avantage pour le cavalier. Mais de leur côté, les noirs ont la paire de fous. Des fous qui vont être très actifs. On voit tout de suite que le fou de case blanche est très fort. Et le fou de case noire va pouvoir se développer soit en H6, soit en G7 pour essayer de prendre part au combat. On va aussi noter que les 2 pions doublés F des noirs peuvent être utiles dans le contrôle du centre, puisqu'ils vont pouvoir s'avancer pour lutter contre le pion E4, s'échanger éventuellement pour faire avancer le second, et donc les noirs ont quand même un certain dynamisme dans la position. De plus, ils ont la colonne G ouverte, ce qui va permettre parfois de développer une belle attaque sur l'aile roi, avec tour G8, et éventuellement F5 pour faire passer la dame, suivi de la prise ou de l'avancée, et le fou de case blanche va pouvoir participer rapidement également. Voilà, c'est un jeu très intéressant. Donc ici, les blancs continuent avec cavalier D5 pour éviter la fourchette, et puis la partie est compliquée. Je reviens maintenant un petit peu plus en arrière, juste après le coup B5 des noirs, et ici, l'autre variante, c'est cavalier D5. Et maintenant, les noirs peuvent jouer fou E7, et déclouant le cavalier, donc menaçant simplement de jouer cavalier prend cavalier, et attaquant par la même occasion le fou de case blanche en G5, qui va gagner une pièce. Donc les blancs sont obligés de réagir immédiatement. Et il joue généralement fou prend F6, fou prend F6, et maintenant les blancs jouent généralement le coup, alors il y en existe d'autres, hein, pour ça que je dis généralement, le coup C3. C'est un coup très utile qui va déjà pouvoir empêcher les noirs d'utiliser la case D4, notamment pour leur cavalier. Et en plus, ça laisse vacante la case C2 au profit du cavalier A3 qui va pouvoir revenir en jeu par ici pour aller aider au contrôle du centre, notamment les 2 cases clés D5 et F5 qui sont les 2 avant-postes sur lesquels on aimerait placer nos cavaliers. Voilà, donc dans cette position très déséquilibrée, les noirs ont encore une fois la paire de fous, vont pouvoir essayer de tenter des attaques, notamment avec la poussée du pion en F5.
Et les blancs de leur côté ont un excellent contrôle des cases blanches, qui leur promet quand même un petit avantage. Voilà, mais dans la partie, Karu Nakamura, après D6, a joué un coup plutôt original, cavalier D5. Donc il occupe tout de suite l'avant-poste avec leur cavalier. Et après cavalier prend en D5, ils ont joué pion prend. Alors c'est un coup qui est connu, qui va permettre aux blancs d'obtenir une majorité de pions à l'aile dame, avec 4 pions de ce côté contre seulement 3 pour les noirs. Et donc c'est un avantage qui va pouvoir permettre en finale de créer un pion passé plus tard, en avançant les pions en les échangeant, un jour ou l'autre. Il émanera des échanges un pion passé pour les blancs. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose d'un petit peu gênant stratégiquement, puisque l'avant-poste des blancs est occupé par un pion. Et tous les grands maîtres depuis plus de 100 ans le disent, les avant-postes sont faits pour être occupés par des pièces et non par des pions. Donc, dans cette position, le cavalier C6 est attaqué, il doit reculer. Et si la case naturelle a l'air d'être E7, qui attaque, garde un œil en tout cas sur le pion D5, et prépare peut-être la poussée du pion F en F5, il gêne également un petit peu le développement. Et l'expérience a montré que une autre case est très intéressante pour les noirs, c'est de rejouer le cavalier tout simplement sur sa case de départ en B8. Pourquoi faire? Eh bien, c'est une manœuvre un petit peu plus lente, on perd un peu de temps, mais pour le replacer bien mieux plus tard en D7, vers les cases B6 éventuellement, ou alors surtout C5, si un jour on peut la sécuriser, notamment par l'avancée du pion A en A5, pour éviter que les blancs puissent chasser le cavalier avec la poussée B4. Et bien si on arrive à ça, on a un cavalier qui est très actif. Voilà l'idée. Et maintenant, Nakamura varie encore une fois, donc il avait vraiment décidé de sortir des sentiers battus, puisqu'au lieu de jouer le coup principal et naturel C4, il a joué le coup A4, qui ne participe pas au contrôle du centre, mais qui a déjà été vu au plus haut niveau. Fou E7, et maintenant on va avoir quelques coups de développement naturel, fou E2, petit roc, cavalier D7, et roi H1. Alors ça c'est un coup prophylactique très intéressant. Le roi se décolle tout de suite de la diagonale A7 G1, et évite donc de futurs ennuis avec un potentiel échec de la dame en B6 qui pourrait être gênant, parfois capturant du matériel à l'aile dame. Et maintenant F5, la continuation logique. On avance le pion avant de replacer une pièce, le fou le cavalier en F6. Et les blancs jouent un excellent coup positionnel, F4. Alors l'idée d'F4, c'est de stopper déjà l'avancée des pions noirs et d'inviter les noirs à jouer ici le pion en E4, un coup qui est recommandé naturellement par l'ordinateur puisque les noirs obtiennent ici un fort pion passé protégé en E4. Néanmoins, ce coup a la mauvaise idée de concéder le contrôle des cases noires aux blancs, et après un coup simple comme fou E3, on va voir que le jeu des blancs est très facile à l'aile dame, le pion A7 est déjà visé par le cavalier et le fou, les blancs disposent d'une excellente case en D4 pour placer éventuellement le fou sur la grande diagonale, ou alors resituer le cavalier pour aller viser par exemple l'avant-poste en E6, qui est maintenant très affaibli par l'avancée du pion en F5 des noirs qui était joué au dernier coup. Et donc c'est un coup qui est à proscrire totalement, en tout cas à retarder au maximum. À la place, ici les noirs ont joué A6 pour chasser le cavalier. Et les blancs ont dû jouer le cavalier à la bande encore une fois, parce que s'ils le mettent en C3, eh bien ils se privent de dynamisme avec les pions B2 et C2, et donc se privent de leur plan logique de jeu à l'aile dame. 2 à 3, comme on va le voir, le cavalier vise la case C4, et donc le plan est un peu plus lent encore une fois, mais l'idée va être de jouer sur les cases noires avec fou E3, cavalier C4, et de viser la case B6. On va aussi pouvoir plus tard, puisque le cavalier sera en C4, pousser le pion A5 pour visser les pions noirs à l'aile dame, les pions A6 et B7. À la place de ce coup cavalier A3, les blancs pouvaient jouer pion prend E5, qui est intéressant, puisque maintenant, après A prend B5, ils peuvent jouer E6, c'est un sacrifice de pièces en fait auquel on assiste. Et maintenant, les noirs, malheureusement pour les blancs, peuvent obtenir une bonne position avec cavalier E5, fou prend B5, B6, fou E3, on joue des coups naturels de développement, fou A6, fou prend, et B3. Et dans cette position, je pense que les blancs n'ont pas de compensation suffisante pour la pièce en moins, même si le pion E6 est assez dangereux, il est contrôlé. Et les pions de plus à l'aile dame ne semblent pas très mobiles, car les deux pions B6 et D6 forment déjà un étau qui va les empêcher d'avancer très loin. Voilà, donc après cavalier A3, les noirs ont joué l'excellent coup
E prend F4 à la place de l'avancée en E4. Et ce coup, d'accord, ça donne encore une fois la case D4, mais ça a au moins l'avantage de libérer la case E5, qui va permettre au cavalier d'arriver rapidement en plein centre du jeu pour avoir de l'activité. D'un autre côté, la case E6 avait l'air intéressante, mais on va la laisser au fou, qui va pouvoir occuper la grande diagonale. Fou prend F4, cavalier E5, et maintenant dame D2. Alors on pouvait également échanger tout de suite en E5, c'est-à-dire un autre type de position, avec fou prend E5 et pion prend E5. La structure de pion a bien changé. Ici, les blancs disposent immédiatement d'un pion passé en D5, qui va éventuellement pouvoir être soutenu par un second pion en C4, mais après C4, de toute façon, on va avoir du mal à l'avancer plus, et ce pion va peut-être manquer un petit peu d'alliés pour pouvoir s'avancer et devenir vraiment dangereux. De leur côté, les noirs, eux, disposent de deux pions relativement forts en E5 et F5, et de la paire de fous, ce qui leur promet un très bon jeu sur l'aile roi, hein. Notamment on va pouvoir jouer fou D6 et avancer ensuite les pions pour libérer la dame et le fou de case blanche. Voilà pourquoi les blancs ont probablement refusé de rentrer dans cette variante, et après cavalier D5, ils ont joué simplement dame D2. Fou D7, on finit le développement, et maintenant dame B4, on vient taper sur le pion B7. On garde également un œil sur la faiblesse en D6, et donc les noirs sont un petit peu sous pression. En fait, les noirs ici pouvaient sacrifier le pion B7 au profit du développement avec un sacrifice intéressant A5. Et si les blancs prennent en B7, en fait, les noirs vont pouvoir récupérer le pion B2 qui ne va pas être assez protégé avec tour B8, par exemple dame A7, tour prend B2. Et dans cette position, je pense que les noirs ont gagné pas mal d'activité en détruisant un petit peu la structure de pion blanche notamment. Donc c'est une position qui était intéressante à jouer pour les noirs. À la place, Boris Geffon a décidé de jouer un coup solide, tour B8. Et maintenant, il y a eu C4. Alors peut-être fallait-il jouer à la place de C4 A5 pour pouvoir visser un petit peu les pions noirs. Alors maintenant, la poussée du pion B en B6 devient critique. C'est sûrement la variante qu'il fallait étudier longuement. En tout cas, dans la partie, Nakamura a joué C4, un coup un peu plus statique pour empêcher la poussée du pion en B5. Et Gelfand en profite immédiatement pour fermer le jeu à l'aile dame, parce que c'est le secteur dans lequel les blancs sont les mieux disposés pour jouer, avec A5, dame B3. Et maintenant que le secteur de jeu est relativement fermé, hein, les blancs vont avoir beaucoup de mal à créer un pion passé, maintenant que le pion A5 empêche la poussée B4, et que le pion en D6 empêche la poussée C5, ils vont avoir plus les mains libres pour jouer au centre et à l'aile droite. Et donc petit à petit, là on va dire qu'ils ont déjà égalisé, et petit à petit ils vont commencer à prendre l'initiative. Cavalier G6, attaquant le fou F4, l'obligeant à se replacer en E3. Et maintenant B6, un coup solide, puisque les blancs menaçaient un petit peu de devenir avec leur fou en B6 immédiatement pour capturer le pion A5. En fait, on pouvait contre-attaquer en jouant fou F6, un coup dynamique, et les blancs n'ont plus intérêt à jouer fou B6, puisqu'après fou B6, ils ont une pointe tactique que je vous propose de découvrir vous-même en mettant pause. Pour les autres, et puis pour vérifier votre solution, je donne immédiatement le coup qu'il fallait jouer, c'est fou prend A4, et on va voir que la dame ne pouvait en fait protéger le pion A4 puisqu'elle est déjà tenue à la défense du fou en B6. C'est une surcharge en fait qu'on voit ici. Et dans ces positions, les noirs se retrouvent dans une excellente position. Par exemple, fou prend dame, et maintenant le fou en B3 devient très fort et il va pouvoir taper sur le pion C4. Mais après un échange fou prend F6, les noirs sont très bons. Donc après fou E3, il y a eu B6 et maintenant cavalier B5. Le cavalier essaye de revenir en jeu. Peut-être fallait-il mieux passer par C2 au vu de la suite de la partie. Vous allez voir tout de suite, puisqu'après cavalier B5, Boris Gelfand a réagi excellemment bien. Il montre un excellent sens positionnel. Il comprend très bien la valeur des échanges, quelle pièce il faut garder pour la finale. Et il joue fou prend B5. Un coup qui a l'air étrange, hein, puisqu'il concède la paire de fous et il échange le fou qui avait l'air d'être le bon fou pour les noirs contre ce cavalier en B5. Alors si on reprend la dame, eh bien en fait c'est vrai qu'il y a une faiblesse en B6, mais elle va vite combler par l'arrivée d'un cavalier via E5 en D7 et éventuellement plus tard en C5. Et d'un autre côté, les blancs se retrouvent avec un fou de case blanche qui lui est enfermé derrière ses propres pions. Et ça nous allons en reparler puisque ça va être visible dans la partie. Donc les blancs ici ont joué A prend B5, et maintenant il y a eu fou G5, probablement le meilleur coup de la partie qui annonce tout le plan des noirs, en proposant l'échange des fous de case noire.
Ici, les blancs ne peuvent tolérer l'échange, puisqu'après fou prend G5 et dame prend G5, on va voir immédiatement que le fou en E2 est hors jeu, hein, il est bloqué par ses propres pions. Le pion C4 est une faiblesse, hein, c'est un pion qui est arriéré sur une colonne semi-ouverte pour les noirs, donc il va être très facilement attaqué. Et le cavalier noir, lui, domine complètement le jeu, puisqu'il va pouvoir venir attaquer via F4 ou H4, et le couple cavalier-dame, on le connaît, est très dangereux à l'attaque. Et d'un autre côté, on peut jouer également positionnel avec l'excellente case en E5, sur laquelle il va pouvoir se resituer. Et on l'a vu, il pourra naviguer via D7 également jusqu'à C5, et même éventuellement jusqu'à E4. Donc on voit qu'il a un jeu libre de multiples plans, et les noirs vont pouvoir... En tout cas, stratégiquement, ils sont déjà quasiment gagnants à cause de ça. Donc dans la partie, après fou G5, Nakamura a dû reculer, et il a joué fou G1. Et maintenant, il y a eu la centralisation du cavalier E5, sans dire encore quel est notre plan, on le place aux aguets. Dame A3, un coup intéressant, puisqu'il garde un œil sur le pion D6 et propose éventuellement de jouer la poussée B4 pour échanger quelques pions et rendre les fous un peu plus forts. Et Boris Guelfond révèle ici son intention avec le coup qui contre complètement le plan des blancs, et en même temps continue son propre plan. Donc c'est un coup très très fort. Fou D2. Avec ce placement de fou, il interdit définitivement la poussée du pion en B4, et il va permettre d'installer ce fou à terme via B4 en C5 pour annuler l'action de l'excellent fou des blancs de case noire, situé pour l'instant en G1, qui tape sur la faiblesse en B6. Donc maintenant il y a eu tour D1, fou B4, la dame est attaquée, elle se transfère à l'aile roi avec dame H3. Boris Guelfond a activé sa dame avec dame G5. Fou E3 à l'attaquant, dame F6, un des petits coups, fou D4 pour couler le cavalier, et maintenant fou C5 proposant l'échange des fous, pour priver également les blancs de l'avantage de la paire de fous. Alors ici, si on joue fou prend C5, en fait les blancs vont arriver dans une mauvaise finale avec leur mauvais fou contre le cavalier, après D prend C6, et le pion D passé protégé des blancs n'est pas dangereux, puisque si on l'avance par exemple tout de suite, eh bien on va le perdre avec par exemple tour B D8, et il est impossible à défendre. D'un autre côté, après D prend C5, on va voir que la case D6 est une excellente case pour le cavalier, parce que le cavalier est connu pour être le meilleur bloqueur de pions passés, grâce notamment à son pouvoir qui lui permet d'attaquer au travers des pièces. On va voir qu'en D6, non seulement il bloque le pion passé, mais en plus il est actif, hein, il attaque le pion C4 des blancs, et vise également la case de 4 sur laquelle il pourra tout de suite passer à l'attaque. Donc après fou C5, les blancs ont dû jouer fou C3, et maintenant, il y a eu dame G5 pour les noirs. En fait, on pouvait également jouer un coup relativement logique comme tour B8 pour replacer la tour qui n'est plus nécessaire en B8, hein, puisque le pion B6 est maintenant fermement protégé. Mais donc Guelfond a joué un autre coup logique, dame G5. Fou prend E5 maintenant, pion prend E5. Donc cette fois, les blancs espèrent que leur pion passé sera plus dangereux, puisqu'il n'y a plus de cavalier pour venir s'installer en D6. Mais en même temps, on laisse une paire de pions très dangereux et dynamiquement... comment dire, ils peuvent bouger, en tout cas ces pions, ils peuvent avancer facilement au noir. G4 pour essayer de briser justement cette paire de pions. Et maintenant F prend G4. Peut-être le seul coup un petit peu douteux, en tout cas ce n'est pas le plus fort de la part de Boris Guelfond. Il a vu qu'il avait un avantage dans la finale, mais il pouvait également jouer F4 à la place de capturer le pion. Sans craindre d'arriver dans une finale nulle, parce que la présence de fou de fou de couleur opposée, est un facteur qui est annulant en finale de fou. Cependant, la présence de pièces lourdes sur l'échiquier va permettre au joueur qui a l'initiative d'augmenter son avantage. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Le joueur qui est à l'attaque possède un fou dangereux qui ne peut être contré par le fou adverse, puisqu'il n'évolue pas sur la même couleur de case. Et donc le joueur qui a l'initiative, généralement, est gagnant dans ces parties de pièces lourdes et fous de couleur opposée. En revanche, dans les finales où les pièces lourdes sont échangées, la présence de fous de couleur opposée permet généralement de tenir, même avec 1, 2, voire parfois 3 pions de moins, car il permet d'établir une blocade, hein, de complètement surcontrôler les cases de la couleur de notre propre fou, et le fou adverse, lui, ne peut participer à la lutte pour ses cases, et donc les pions sont relativement bloqués. Et donc dans cette position, après fou F3, peut-être que Guelfond avait peur de la nulle, mais après des coups comme fou D4 attaquant le pion et B3,
il possédait encore un plan très dangereux avec tour à 8, qui prépare l'ouverture de la colonne A grâce au coup A4, ou la création d'un pion passé si les blancs le permettent. Et c'est un plan très dangereux puisque après l'ouverture de la colonne A, les tours vont pouvoir envahir la seconde rangée, et la présence du fou de case noire qui contrôle la case A1 permet de contrôler cette colonne A définitivement pour ces tours. Voilà, mais dans la partie, donc, il y a eu des échanges, et après F prend G4, Dame prend G4, Guelfond a joué Dame prend G4. En fait, peut-être qu'il aurait voulu garder les dames, mais c'est un petit peu dangereux. Par exemple, s'il joue Dame E3, les blancs peuvent s'activer tout de suite avec l'avancée du pion D en D6, qui va maintenant pouvoir être soutenu par la dame et la tour, quand il arrivera en D7. D'un autre côté, si les noirs reculaient avec Dame E7, les blancs ont Dame E4, et maintenant ils vont peut-être pouvoir créer des menaces sur le roi noir après Fou D3. A noter tout de même que le fou en C5 est bien gênant puisqu'il contrôle la case G1 et va empêcher les tours blanches d'utiliser cette colonne pour aller attaquer. Donc ça restait quand même une variante assez intéressante. En tout cas, dans la partie, il a simplifié les choses avec Dame prend G4, Fou prend G4, Fou D6 pour stopper le pion, Fou E6 échec, Roi H8, Roi G2, G6 pour faire revenir le roi, puisqu'on sait qu'en finale, il faut activer le roi. Il se retrouve dans une position un peu plus sécurisée après la disparition d'un certain nombre de pièces. Les menaces de masse sont beaucoup plus rares. Et donc le roi participe à l'action en finale. C'est une chose importante de l'activer. B3, Roi G7, et maintenant H3. Alors H3, c'est peut-être un coup un petit peu douteux de la part de Nakamura, qui ne se doutait pas du danger, à mon avis. Le meilleur coup ici, c'était de jouer tour D20 pour garder un œil sur le pion isolé des noirs. Alors, après H3, on va pouvoir faire un petit stop pour analyser la position. Ici, les noirs ont vraiment un grand avantage et ce sont les seuls qui peuvent essayer de gagner. Pourquoi? Eh bien déjà, ils possèdent un pion passé au centre, le pion E. Ensuite, à l'aile roi, ils ont une majorité de 2 pions contre 1 qui va leur permettre de créer un second pion passé et donc un deuxième danger de promotion. De leur côté, les blancs ont le même nombre de pions que les noirs, mais les leurs sont bien bloqués puisque la formation des 4 pions blancs à l'aile dame est complètement bloquée par la présence de ce fou de case noire et des pions A5 et B6. Et donc, grâce juste à 2 pions, les noirs en bloquent 4 des blancs. Et ça va leur donner beaucoup d'activité. Ensuite, ils vont pouvoir, comme on va le voir dans la partie, prendre petit à petit le contrôle de la colonne F. Et donc, c'est les seuls qui peuvent gagner. Ici, Guelfond joue un excellent coup malgré le Z9, puisqu'on est au 37e coup, il commence à être en manque de temps. Et après E4, il va libérer la force de son fou de case noire. Maintenant, les blancs ont joué fou G4, un coup qui ne sert pas à grand chose et qui permet juste d'attendre le contrôle de temps pour avoir le rajout de temps qui se trouve arrivé au 40e coup en compétition. On peut voir déjà que les noirs pouvaient prendre l'avantage après l'échange des tours. C'est un coup intéressant puisque normalement les blancs, s'ils sont en défense et cherchent le match nul, devraient savoir que les finales de foot couleur opposée sont intéressantes justement dans cette recherche de match nul. Et après tour prend F8, tour prend F8 et tour F1, les noirs peuvent de leur côté déjà échanger avec tour prend F1 et roi prend F1, et ce grâce à l'activité excellente de leurs pièces. Notamment maintenant, le roi qui est en G7 possède une route toute tracée vers le centre avec les cases noires F6, E5 et D4. Et maintenant, il y a roi F6, roi E2, roi E5, et les blancs souffrent, car le roi menace à la fois de passer par D4 et à la fois de passer par F4 pour aller peut-être soutenir un futur pion passé. Si les blancs jouent roi E3, maintenant on peut chasser le roi avec fou C5 échec, roi D2 et roi D4. Et maintenant on voit que l'avantage des noirs grandit. Et si les blancs cherchent à contre-attaquer sur les pions avec fou G8, tout ceci n'est qu'un exemple, mais ça va vraiment illustrer la force de la position noire. Eh bien, il y a l'excellent coup E3 échec, qui va forcer le roi à prendre une décision. Va-t-il rester à l'aile dame avec roi C2 pour empêcher le roi de pénétrer par la case C3, ou va-t-il venir en E2 pour bloquer ce pion passé et empêcher le roi de passer par les cases E4 et F3 pour aller à l'aile dame, à l'aile roi. Eh bien, si on joue roi E2, par exemple, il y a roi C3, fou prend pion, roi prend B3, fou prend pion. Et en fait, ici, les noirs ont beau avoir un pion de moins, ils sont complètement gagnants, grâce à ce pion en E3 qui paralyse le roi, et à la création de ce nouveau pion passé qui va pouvoir avancer tranquillement jusqu'à la promotion, et forcer probablement un sacrifice du fou, ou peut-être même pas, puisque le fou va avoir du mal à venir se sacrifier, il ne possède plus la case B1, et en fait, les noirs sont complètement gagnés.
Donc après fou G4, dans la partie, il y a eu H5 pour le chasser, et Hikaru a décidé de le faire battre en retraite avec fou E2. S'il était venu en E6, ça n'aurait pas changé grand-chose, en fait. On aurait pu jouer tout de suite tour A8, avec toujours ce plan de jouer le pion en A4 pour ouvrir la colonne. Et après tour DE1, par exemple, on joue tour prend tour, A4, et on est obligé d'échanger, puisque si on joue par exemple tour A1 pour essayer de clouer, les noirs se créent simplement un pion passé avec A3, et leur avantage est décisif. Et donc après, B prend A4, tour prend A4, eh bien le pion C des blancs est indéfendable, puisque si on essaie de le protéger avec tour C1, il y a tour A2 échec, on va voir que le roi est bien bloqué par la présence de ce fou qui lui prend les cases G3 et H2, le pion E4 prend la case F3, et donc après roi G1, il y a E3, et en fait l'arrivée de ce pion vers les cases de promotion sème la panique. Après H5, il y a eu fou E2, tour F6. Alors ce n'est pas le plus précis, mais Gelfand va pouvoir tout de suite rétablir les choses, parce que de toute façon, il contrôle complètement la position, les blancs sont passifs et ne peuvent rien faire d'autre qu'attendre ici. Par exemple, s'il joue tour point F6, on joue roi point F6, et le roi va pouvoir rentrer au centre comme on l'a déjà vu. Et donc après tour F6, il y a eu pour DE1. Et maintenant, le coup le plus précis a été joué par Gelfand au 40e coup, donc en plein de Zeitnot. C'est tour F5. Un coup qui sacrifie un pion, puisque maintenant les blancs peuvent jouer tour prend F5, pion prend F5 et fou prend H5. Mais on va voir pourquoi il a joué ça, c'est un excellent sacrifice de pion en finale. Et en fait, ça illustre bien le fait qu'en finale, l'activité est encore très importante et permet des sacrifices. Quelque chose qui n'est pas très connu, généralement les joueurs de sa grippe s'accrochent au moindre pion en finale et pensent que c'est le matériel avant tout, et en fait, l'activité est encore très importante. Maintenant, il y a eu fou D1 et tour B F8, un coup qui propose donc de prendre le contrôle de la colonne. On ne peut prendre en E4, sinon on perd la tour en F1, donc le pion est indirectement protégé. Et puis maintenant, en fait, les tours sont très actives. On va voir que les noirs menacent une attaque qui commencera par tour G5, et les noirs ont une énorme initiative. Ça a forcé les blancs à accepter le sacrifice avec tour prend F5, G prend F5, fou prend H5. Et maintenant, en fait, contre le pion, les noirs ont obtenu une excellente paire de pions passés protégés, enfin protégés en tout cas par le roi et les pièces. Tandis que de leur côté, donc on s'en souvient, les 4 pions blancs de l'aile dame sont complètement figés, et le pion de plus à l'aile roi ne va pas être facile à soutenir, puisque il y a déjà le roi vers les cases de promotion, la tour va également pouvoir venir pour le menacer, et en fait il est depuis l'importance, comme on va le voir. La partie est gagnée déjà, et maintenant on va voir la simple réalisation technique qui était parfaite de la part de Gelfand, avec roi F6 pour activer le roi, tour H1, roi G5, fou D1, puisque le fou est attaqué, roi H4 pour venir activer le roi au maximum, tour F1, tour G8 échec. Maintenant on va pouvoir prendre le contrôle de la colonne ouverte, et le pion H3 va tomber grâce à la présence du fou qui prend les cases G3 et surtout H2, roi H1 et tour G5. On ne se presse pas, on va d'abord protéger ces pions avant de prendre le pion en H3, fou C2, roi prend H3, tour F2, roi G3 attaquant la tour, tour H2, et maintenant un excellent coup encore une fois, tour G4. L'idée est simple, en fait dans cette finale, les pièces noires sont tellement actives qu'il va suffire d'échanger la seule pièce qui est un petit peu dangereuse chez les blancs, la tour, pour avoir une finale gagnée. Et donc les noirs ici se proposent de jouer au prochain coup tour H4. Et donc maintenant les blancs vont essayer d'éviter l'échange des tours avec tour G2 échec, roi F4, tour F2 échec, roi G5 et tour D2. Maintenant les noirs vont pouvoir gagner petit à petit de l'espace avec tour G3. Tour 2, encore un coup qui ne sert pas grand chose, mais bon, les blancs sont complètement inactifs, le roi est bloqué dans le coin par la tour qui elle-même est protégée, et le fou en C2 ne possède quasiment aucune case. Donc maintenant il y a eu tour H3 échec, roi G1, roi F4, le roi arrive pour la dernière attaque, roi G2, pardon, et le coup qui force la décision, tour H2, une petite pointe tactique, qui force en fait l'échange des tours, puisque maintenant si on accepte le sacrifice de la tour, avec roi prend H2, il y a roi F3, échec à la découverte du fou sur le roi blanc, et dans le même temps, on attaque la tour qui va pouvoir être gagnée au coup suivant. Par exemple, roi G1, roi prend E2, et il n'y a plus rien à faire contre l'avancée des pions en F4, F3, F2, etc., avec une finale gagnée. Donc après tour H2 échec, il y a eu roi F1, tour prend, roi E5, donc le roi va laisser la place aux pions pour les avancer tranquillement vers la promotion.
Et ici, Nakamura s'est résolu à l'inévitable en abandonnant cette position qui est totalement perdante. Voilà, j'espère que cette partie a été instructive et nous a permis d'apprendre un petit peu les finesses de la défense Svechnikov dans la sicilienne et nous a permis de voir une excellente finale de la part de Gaël qui a pris tout de suite les commandes de ce tournoi très fort de Londres que je vous conseille de suivre. À bientôt sur l'Astrolim.com.